Farida, bonjour. Tout d'abord, comment ça va? Bonjour. Ça va beaucoup mieux. Ça va mieux. Ça fait plusieurs jours qu'on parle beaucoup de vous. Finalement, on en sait très peu. Vous êtes qui, Farida? Est-ce que vous pouvez vous présenter? J'aurais préféré qu'on parle plus des soignants que de moi, mais malheureusement, bon, les choses, elles sont ce qu'elles sont et on ne va pas les changer. C'est comme ça. Donc moi, je suis infirmière depuis 8 ans. J'ai travaillé dans un service de... Je travaille et j'ai travaillé dans un service de gériatrie. Je suis à l'hôpital public depuis 2003, ça veut dire 17 ans. Avant d'être infirmière, j'ai été auxiliaire de périculture. Vous avez donc passé votre vie à travailler dans le service public, au service des autres. Vous l'avez aussi fait pendant cette période de Covid, où vous étiez dans le Val-de-Marne, responsable administrative, cadre administratif d'un hôpital. Vous avez travaillé beaucoup. Comment ça s'est passé? Alors, je suis cadre infirmier, je suis cadre de santé. Voilà, ça veut dire que j'encadre une équipe d'infirmières et d'aides-soignantes. Je fais le relais entre l'administration et les soignants. Et ça m'arrive aussi de m'occuper des patients. Et alors, comment ça s'est passé, cette crise du coronavirus pour vous, concrètement dans votre travail et dans votre vie? Eh ben, moi, je trouve, avec l'état dans lequel se trouve l'hôpital aujourd'hui, on s'en est sorti, on s'en est très très bien sorti. Et ça, c'est grâce à la mobilisation et, euh, et au génie du personnel qui sont sur place. Quand je dis du génie, parce qu'ils ont su se réinventer tous les jours. Ils ont su trouver de l'énergie en eux et ils ont su trouver de la générosité et du professionnalisme pour donner, pour être présents tous les jours et pour continuer à soigner et pour continuer à honorer leurs valeurs. Je travaille avec une équipe qui est formidable, qui était présente tous les jours et, euh, et, et je suis en admiration devant eux. Ça a été dur pour vous? Ça a été très très éprouvant. Ça a été très éprouvant. Je vous avoue que ça a été très difficile. Je n'ai pas assez de recul pour en parler parce que quand on est sur place, on fait, et du coup, tout ce qu'on fait, j'ai l'impression que c'est normal de le faire. C'est une obligation. On n'a pas le choix. Donc c'est pour ça que je ne sais pas vous décrire ni vous dire ce que j'ai fait ou ce que mon équipe a fait. Tout ce que je sais, c'est que c'était difficile. Il fallait être présent, il fallait chercher de l'énergie et surtout le mot d'ordre, puisque nous sommes des soldats, il faut tenir. C'est ça, c'était le mot, il faut tenir à n'importe quel prix. Et on a tenu. Vous avez été vous-même malade à un moment pendant la... Ma sérologie était positive. J'étais très fatiguée. Il y avait une période où j'étais extrêmement fatiguée. Je ne comprenais pas pourquoi, mais maintenant je sais pourquoi j'étais très 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 fatiguée. J'ai eu de la fièvre et je mettais ça sur le compte bien sûr de la fatigue. Je mettais ça sur le compte de la fatigue parce que quand je rentrais du travail, ça m'est arrivé d'arriver à la maison à 21h, 22h, alors que je suis partie de la maison à 6h du matin. J'avais de la fièvre, je prenais 2 Doliprane et j'allais dormir. Et le lendemain, rebelote. Parce qu'il ne faut pas écouter sa fatigue. Il faut être là pour les autres. Ils ont besoin de nous. Si tout le monde quitte le navire, qui va rester? Et donc vous avez donc été malade, vous avez donné de votre temps, de votre énergie pendant cette crise. Vous avez eu l'impression d'avoir été entendu, d'avoir été soutenu par l'État, par le gouvernement pendant cette crise? On y a cru. Je vous avoue que, voilà, comme on essaye de tirer de chaque événement négatif, on dit voilà, on va ça va peut-être être bénéfique pour nous puisque
on s'est rendu compte, ou peut-être le monde entier, ou l'État s'est rendu compte à quelle heure, à quel point le service public était utile, était indispensable, à quel point on avait besoin de nous, à quel point on a réduit les budgets, on travaillait des conditions difficiles. C'était peut-être une occasion pour dire oui. D'ailleurs, même Monsieur le Président, il s'est dit oui, c'est vrai qu'on s'est trompé sur notre stratégie, ou je ne sais plus comment il a qualifié, mais bon, il y avait une erreur de gestion de l'hôpital, des budgets qui ont été réduits. Et c'était vraiment, on s'est dit, d'accord, on va ressortir de cette crise, on va réévaluer, on va revoir les conditions de travail des soignants. Et vous avez été déçu? Très déçu. Très, 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 très déçu. Et donc, c'est comme ça qu'on passe de passer ses journées du coup à sauver des vies, à se retrouver en manifestation, à jeter des cailloux sur la police? Oui. La colère, elle monte tous les jours. Lorsque vous ne pouvez pas faire votre travail comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, lorsque vous ne pouvez pas honorer vos valeurs, lorsque vous ne pouvez pas soigner comme ça doit être fait, ça veut dire une infirmière rêverait de ne pas se limiter qu'aux gestes techniques. Elle voudrait aussi faire ce côté humain, honorer ce côté humain, faire des soins, avoir une relation complète avec son patient. À partir du moment où on commence à soigner quelqu'un, on rentre en relation avec lui. Donc du coup, on aimerait bien avoir ce qu'on nous a appris dans les écoles, et ce qu'on aimerait faire, c'est soigner jusqu'au bout. Soigner, ce n'est pas juste faire une prise de sang ou un pansement, c'est s'asseoir aussi avec le patient et échanger, le rassurer. Et quand une infirmière ne peut plus faire ça, elle se sent en échec. Et vous, aujourd'hui, vous avez du coup l'impression qu'on vous empêche de faire votre travail correctement, et elle vient de là, cette colère? On nous empêche de faire notre travail correctement parce que la charge du travail des soignants augmente tous les jours et à tous les niveaux. La charge de travail des aides-soignantes augmente, celle des infirmières augmente, celle des cadres aussi. J'ai eu la chance d'avoir exercé les 3 professions. J'étais aide-soignante, j'étais infirmière et aujourd'hui je suis cadre. Donc je peux vous parler de ces métiers-là. L'aide-soignante ne fait pas que des toilettes. L'aide-soignante, elle a aussi beaucoup de missions qui sont autour des soins. Elle s'occupe de l'entretien des locaux, elle s'occupe des petits déjeuners, elle s'occupe de beaucoup de choses qui sont annexes aux patients, et c'est ça qui accroît sa charge de travail. Lorsque vous voyez des aides-soignantes qui arrivent le matin, qui sont déjà fatiguées, qui sont usées, à qui vous dites bonjour, et juste par protestation ne vous répondent pas à votre bonjour, parce que vous représentez la direction. Ça, je l'ai entendu et je l'ai vu tous les jours. Et c'est pour ça que je vous dis, et je répète, je travaille avec des gens formidables, qui viennent vous demander une journée de repos. Vous allez la refuser parce que vous ne pouvez pas. Et vous leur expliquez. Ils comprennent et ils vont s'occuper du patient. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas continuer à être bienveillant tout le temps, à puiser dans ses forces lorsque on n'est pas bienveillant avec vous. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc aujourd'hui, vous me dites qu'il y a plein de gens dans le service public hospitalier comme vous qui sont juste à bout en fait. Qui sont fatigués, qui sont usés et qui se demandent tous les jours comment ils vont tenir. Racontez-nous ce jour de cette manifestation où vous êtes parti manifester.
Bah, pour moi, c'était une journée le 16 juin, c'était une journée ordinaire, c'était une journée comme toutes les autres. Voilà. J'ai pris mon service voilà, à 7 heures du matin, j'ai travaillé. Euh, je suis partie ce jour-là un petit peu plus tôt pour pouvoir aller à la manifestation. J'ai prévenu mes collègues et voilà. Et je suis partie à la manifestation et voilà. Tout s'est très bien passé. Je me suis retrouvée donc vers 16 heures en train d'être voilà, d'être gazée pour la énième fois. Et j'ai commencé à étouffer, à mettre du sérum physiologique dans les yeux. Vous étiez parti juste pour manifester? Je suis partie pour manifester. J'ai manifesté plusieurs fois. J'ai assisté à plusieurs manifestations. Et voilà, ce n'est pas la première fois que je manifeste. Et voilà, donc je me suis fait gazer pour la énième fois et sans aucune raison. Voilà. C'était, voilà. C'est une façon de nous étouffer encore plus. C'est une façon de nous clouer le bec. C'est pour qu'on se taise, c'est pour qu'on arrête de dire on ne va pas bien. Il n'y avait rien qui justifiait les gazages comme ça, ou alors je ne sais pas pourquoi. Je voudrais bien qu'on m'explique. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? Déjà physiquement, j'ai étouffé, voilà. Et je ne comprenais pas pourquoi on gaze des soignants. On vient réclamer nos droits, on vient de dire au secours, l'hôpital brûle. Ça fait longtemps qu'on est en train de vous dire qu'on va mal. Ça fait longtemps qu'on est en train de vous dire qu'on ne peut plus soigner les gens dans la dignité, on ne peut plus honorer nos missions. Vous ne l'entendez pas, vous nous envoyez des gaz. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que je ne comprenais pas. Je croyais que c'était fini, ça. Je croyais qu'on était les héros de la République. Je croyais qu'on était les soldats de M. Macron. Je croyais qu'on nous a confié le sort de la France entre nos mains. Et on a répondu. Les gens ont répondu tous les jours, sont venus travailler. Les gens sont restés, les gens ont remplacé, les soignants ont annulé leurs vacances, les soignants ont fait des heures supplémentaires. Et quand on dit à l'État, rappelez-vous de ce que vous nous avez promis que vous allez améliorer nos conditions de travail, vous nous envoyez des gaz, vous nous étouffez. J'étais révoltée, je suis révoltée. Je ne veux pas me résigner à dire c'est comme ça. Je ne veux plus me résigner. Je ne suis pas résignée. Il ne faut pas se résigner. Il faut continuer à dire les gens se sont battus pour arriver là où on est aujourd'hui. On peut se soigner. En France, nous avons un super système de santé et qu'on est en train de perdre petit à petit. Pour prendre rendez-vous, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous. Même pour nous, les soignants, attention, on n'est pas privilégiés. Les soignants, quand ils veulent prendre rendez-vous, ils sont au même rang que tout le monde. Il faut avoir 3 mois pour avoir une IRM. Vous allez dans votre service, vous allez travailler avec une attelle. Vous êtes comme tout le monde. J'ai beaucoup de collègues qui vont dans des cabinets privés pour faire des radios parce qu'ils ont mal aux épaules. Voilà, on a aussi de l'usure comme tout le monde. Et ben, ils passent par le service de radio 3 fois par jour et ils ne peuvent pas avoir de rendez-vous alors qu'ils sont soignants. Et ben, pour l'anecdote, bien sûr, tout le monde maintenant en France sait que je suis asthmatique. Voilà, j'avais rendez-vous hier dans le privé. Parce que j'ai appelé le public, on ne peut pas me donner un rendez-vous. Ça fait 17 ans que je travaille à l'hôpital. C'est celle-là la réalité des soignants aujourd'hui. On a perdu nos avantages. On n'a plus aucun avantage. Les soignants ne peuvent plus être formés. On dispose d'un service de formation super à l'assistance publique. On peut
moi, j'ai toujours dit, je réclame et je suis fière de dire, je suis un pur produit de l'assistance publique. Et nous sommes plusieurs à le dire. Ça veut dire que nous avons évolué professionnellement, on est épanouis grâce aux formations, grâce à tout ce que ça nous apporte comme savoir. On approfondit nos connaissances, on prend du recul à ce qu'on fait, on évolue. Et maintenant, avec les coupes budgétaires, eh ben, on ne peut plus faire ça. Et c'est à quel moment exactement vous vous êtes dit, je vais répondre, je vais leur lancer un caillou, je... Vous êtes dit quoi à ce moment-là? Ça se passe comment? Je se passe comment Vous savez, je crois que la colère, vous avez déjà été en colère. Voilà, donc voilà. La colère, c'est quelque chose d'humain. C'est comme lorsque vous dites une parole qui dépasse vos pensées. Donc ce geste-là a dépassé ce que je suis. C'était le surplus, c'était la colère qui est vraiment montée. Ils nous ont envoyé des gaz, et ben je leur ai envoyé leurs cailloux. J'ai répondu. Je ne vois pas comment des gens qui sont armés envoient des gaz sur des soignants qui ne sont pas armés, qui sont avec leur blouse, avec leurs vêtements. Et moi, avec mon caillou, je suis devenue criminelle. Ce n'est pas sur les forces de l'ordre que j'ai jeté des cailloux. J'ai jeté... Non. Les décisions de l'État. C'est très symbolique. Je savais que j'allais blesser personne. Je savais très bien que je n'allais blesser personne et je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. Heureusement, ils sont très très bien protégés. Moi, je suis là pour soigner des gens. J'ai soigné les gens pendant des années et je continuerai à les soigner. Je continue à prendre soin des gens. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer à les blesser. Ces mêmes policiers, vous les auriez soignés, vous? Bien sûr. Bien sûr. Comment ça se passe après? Vous les voyez courir vers vous Ça me fait sourire parce que j'ai l'impression qu'il y a une naïveté. Je me revois en train de faire ça. J'ai vu les images pour la première fois ce matin. Il n'y a que ce matin que j'ai vu les images. Et il n'y a aucun moment, j'ai cru qu'ils allaient me charger. Parce que j'ai cru que j'étais protégée par ma blouse blanche. J'étais persuadée que j'étais protégée par ma blouse blanche. Ma blouse qui était ouverte d'ailleurs. Parce que eux, ils étaient armés et je suis consciente que derrière ces armes, il y avait des individus qui réfléchissaient. Pour moi, c'était comme ça que ça se passait dans ma tête. C'est ma représentation des forces de l'ordre. Certes, ils ont des casques, ils sont bien protégés, mais ils réfléchissent. Ils ne peuvent pas aller cueillir quelqu'un comme ça et le malmener. C'est pas possible. Dans ma tête, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pour mériter d'être traîné par terre, d'être humilié, d'avoir le cuir chevelu carrément arraché, d'être traîné par les cheveux, d'avoir des dermabrasions partout sur le corps, d'avoir un genou sur la nuque. Donc... Racontez-nous. Ça s'est passé dès ce moment-là où vous avez compris qu'ils couraient vers vous, jusqu'à ce que vous arriviez dans ce commissariat. Lorsque ils m'ont attrapé, j'avais compris que il y a quelqu'un qui vient de m'attraper. Ben, j'étais certaine qu'ils allaient me lâcher après, qu'ils allaient juste me mettre sur le côté et après me laisser partir. Voilà, comme quelqu'un qui était indésirable. Et après, j'avais rien compris.
c'est disproportionné par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ma représentation des forces de l'ordre, par rapport à la scène, par rapport à mes pauvres cailloux. Traîner une femme ou un homme et le plaquer, et à aucun moment il y a quelqu'un qui se dit « Oh, attendez, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. On est en train de... Oh, 2 minutes s'il vous plaît. Elle peut peut-être faire un arrêt cardiaque. » Et donc du coup là j'ai commencé, j'avais déjà plein de bombes lacrymogènes, donc j'étais déjà pas très bien. Et là j'ai commencé vraiment à dire « Ils vont m'étouffer ». Et bien sûr, tout de suite, je fais de l'asthme. Attendez, doucement, on peut discuter? Non, on ne discute plus là. Il fallait y penser avant. C'est ce que m'a dit d'ailleurs un des agents. Voilà. Et voilà. Et après, tout est allé très vite. Après, je n'ai pas compris. Je vous avoue que ma tête, elle s'est dissociée de mon corps. Et c'est tous les jours que je découvre des nouveaux hématomes, que je ne comprends pas pourquoi j'ai mal au dos, pourquoi à chaque fois que je prends mon inspiration, j'ai mal aux côtes, j'ai des bleus partout. Voilà. Je n'ai pas encore tout compris. Vous arrivez dans ce commissariat, et il se passe quoi? Ils sont autour de vous, vous êtes assis sur un banc. Il y a eu ce rassemblement, on a eu un peu de vos nouvelles, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Dès que je suis arrivée, la première chose que l'agent m'a dit de faire, c'était assis-toi. Donc, je lui ai demandé de ne pas me tutoyer. Je ne sais pas, c'est un réflexe. Et après, j'ai été menottée sur un banc en métal au milieu du commissariat. Et pendant donc, de mon arrivée jusqu'à 1h du matin. Et ça, c'était une très grande humiliation pour moi. Parce que ces mains que vous avez menottées à 17h, c'est avec ces propres mains-là que je me suis occupée pendant des années. C'est ces mains-là qui se sont posées sur les patients pendant des années. Et je regardais mes mains et voilà. Donc après, dans ces moments-là, quand vous n'êtes pas habitué à des situations, vous essayez d'avoir des scénarios pour tenir, pour dire, pour donner un sens à tout ça. Et plus rien n'avait de sens pour moi. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus ce que je faisais là. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et je me dis, mais non, ils vont se rendre compte. Je suis restée sur ce banc pendant 8 heures menottée. Vous avez fini par sortir au bout de 24 heures. Vous avez vu le monde qu'il y avait devant le commissariat. Ça vous a fait chaud au cœur? Je suis sortie, mais il ne faut pas oublier que j'ai dormi dans une cellule. Et ça, c'est la plus grande humiliation pour moi. J'ai dormi dans une cellule de prison. Comme une criminelle. Et j'ai passé ma vie à essayer d'inculquer des valeurs à mes enfants, à dire, à surveiller qu'ils soient dans le droit chemin, tout ce que les parents font. Je ne suis pas la seule à faire ça. Et
Et d'ailleurs, pendant les 24 heures, voilà, je me suis dit, c'est quand même un comble. Je ne suis jamais allée chercher mes enfants au commissariat et c'est eux qui vont venir me chercher. Voilà. Et voilà, c'est très violent. Ce moment est pour moi une aberration. J'ai dormi en prison parce que j'ai dit que mes conditions de travail ne sont pas bien. J'ai dormi en prison parce que je n'ai pas employé le bon moyen pour dire au gouvernement d'arrêter de tuer l'hôpital. J'ai dormi en prison parce que je suis épuisée comme 90% du personnel hospitalier. J'ai dormi en prison parce que, aux yeux de la loi, j'ai jeté 2 cailloux. Ils auraient pu me laisser partir chez moi. Ben non. Voilà, parce qu'il faut suivre la procédure. En parlant de procédure, vous avez décidé de porter plainte à votre tour. Oui. Vous portez plainte contre ces policiers. Tout à fait. Parce que c'était pas tout ce qu'ils ont fait, l'arrestation, la violence, n'était pas justifiée. Mes 2 cailloux n'étaient pas justifiés. Eh bien, ils m'ont traîné au sol, c'était pas justifié. Il suffisait juste de me dire, suivez-nous, et je l'aurais fait. Oui, je l'aurais fait. Suivez-nous, vous n'avez pas à jeter des cailloux sur nous. Je l'aurais fait. Ce n'était pas nécessaire de me traîner par terre. Ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas indispensable. Vous êtes convoqué le 25 septembre prochain. Vous êtes poursuivi pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage et rébellion. Vous avez décidé donc de répondre à nos questions, vous avez décidé de médiatiser ce combat. Vous portez la parole aujourd'hui de soignants qui sont en colère. Comment vous voyez la suite? Est-ce que vous allez continuer à aller en manifestation? Est-ce que vous allez continuer Je n'ai pas les épaules assez larges pour porter la cause des soignants. Je suis soignante. Je ne parle pas en mon nom. Je ne plaide pas pour ma paroisse. Je plaide pour ma profession. Avec ma petite fenêtre, avec mes petites connaissances, avec mes petits moyens. Je ne peux pas avoir la prétention d'être le porte-parole des soignants. Je suis là, je vous décris mon quotidien d'une ancienne infirmière, d'un nouveau cadre de santé. Et je vais continuer à aller en manifestation. Je vais continuer à dire les choses qui ne vont pas comme je l'ai toujours fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À chaque fois que les choses ne vont pas bien, je le dis. Et je vais continuer, surtout, à me révolter à chaque fois qu'il le faut. À chaque fois que les choses n'ont pas de sens. À chaque fois que ce qui se passe ne répond pas aux valeurs des soignants. Je vais continuer à aller en manifestation. Et je vais continuer à me battre pour qu'on puisse soigner les gens dans de bonnes conditions. Et surtout, je ne vais jamais me résigner à dire c'est comme ça et c'est autrement. Et ça, on devrait être plusieurs à le faire. On devrait s'unir pour dire il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Demain, on ne pourra plus soigner les gens. Si on continue comme ça, on ne pourra plus soigner des gens dans l'hôpital public. Et ça, je suis intimement persuadée que si on continue comme ça, on va perdre cet avantage de nous soigner dans des bonnes conditions. Merci beaucoup. Je vous en prie.